Ça ne banque toujours pas pour les salariés grévistes du Crédit Agricole. Ils ont entamé leur 4e jour de grève, vent debout contre la suppression de leur prime de vie chère. Le reportage d'Isabelle Hameau dans un instant. Après les coupures d'eau, va-t-on vers des coupures d'électricité ? Après 7 mois et demi de grève à IDEX Énergie, la CGTG s'apprête à élargir le mouvement pour se faire entendre. Elle n'exclut pas de prochaines coupures sur le réseau. Il a le sourire et il est à l'initiative. Ronald René a créé la ferme Tinhomme, récit de l'aventure d'un jeune homme de 21 ans qui a de la suite dans les idées et qui relève la réputation de notre jeunesse. Et comment se porte la création 100% locale ? Nathalie Dinan et Moïse Dexter ont rendu visite à la Fondation Sans Mêler, un concept store lancé il y a tout juste un an et qui connaît un vif succès. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Les agents d'IDEX Énergie, prestataires d'énergie anti, sont en grève depuis 7 mois et 26 jours. Ils protestent contre la non-application de leur convention collective. La CGTG s'apprête désormais à élargir le mouvement aux autres fournisseurs d'électricité, tels la géothermie de Bouillante. C'est ce qu'a expliqué en tout cas Jimmy Télémac à Patrick Curie. On l'écoute. Aujourd'hui, nous avons une entreprise qui fait monstre d'ingéniosité pour ne pas appliquer ce qu'elle doit appliquer. Mais comme elle respire à tous ceux qui peuvent l'écouter, fait des promesses sans jamais les tenir. Donc aujourd'hui, bien évidemment, notre fédération, après 7 mois et 27 jours de conflit dans cette entreprise, s'estime légitime. Et donc nous allons généraliser aujourd'hui cette grève à l'ensemble des entreprises de production d'électricité. Puisque je le rappelle, nous avons connu ce déni de droit à la CTM en 2002. Il a fallu faire grève. Nous avons connu ce déni de droit également à la CDE. Il a fallu faire grève. Également aussi à la géothermie de Bouillante en 2012, qui, je rappelle, a fait 4 mois et 20 jours de grève. Aujourd'hui, on en est à 7 mois et 27 jours. Nous estimons que la coupe est pleine et donc nous allons procéder aujourd'hui à une démonstration, puisque la loi ne se négocie pas, elle s'applique. Écoutez, durcissement du mouvement, oui. Coupure par conséquence, puisque les salariés vont s'arrêter de travailler, donc forcément, il y aura des conséquences visibles sur le réseau. Elles seront à ce moment visibles. Je le rappelle, parce que je le précise, c'est important, nous avions obtenu l'ordonnance du 22 janvier 2016 avec une astreinte de 500 € par jour de retard d'inapplication. Nous avons souhaité, début juin, faire liquider ces astreintes pour contraindre l'employeur judiciairement à appliquer la loi. Le juge de l'exécution nous a dit qu'il n'y avait pas de qualité d'urgence. Donc nous allons maintenant créer cette urgence pour que les salariés puissent sortir de cette situation de non-droit. Eux non plus ne décolèrent pas. Les agents grévistes du Crédit Agricole ont entamé leur 4e jour de grève. Le bras de fer continue entre les syndicats et la direction concernant le maintien de la prime de vie chère qui pourrait disparaître, laissant la place à un nouveau dispositif. C'est le point noir de ces négociations. Reportage Isabelle Hameau. C'est un avenir, je cite, bradé que mettent en cause ces salariés du Crédit Agricole. S'ils réclament de meilleures conditions de travail, le point fort de leurs revendications concerne surtout la prime de vie chère de 40% qui serait menacée, principalement pour les futurs salariés du groupe. Nous avons hier bien avancé sur l'accord d'intéressement, mais nous ne pouvons pas signer un accord d'intéressement s'ils ne maintiennent pas la prime de vie chère pour les nouveaux embauchés. Parce que la prime de vie chère, si les nouveaux embauchés ne l'ont pas, ça sera un SMIC déguisé. Quand on regarde le coût de la vie, on ne peut pas accepter ça. Demain, ce sont les enfants de nos clients qui viendront travailler à la banque. Comment moi, en tant que Guadeloupéen, je pourrais accepter que l'enfant de mon client travaille, qu'il fasse le même job que moi et qu'il sera payé moins que moi ? Je ne vais pas brader l'avenir des Guadeloupéens pour des cadres qui viennent d'Hexagone et qui repartent dans 36 mois. Autre son de cloche du côté de la direction qui a enfin accepté de s'expliquer après 4 jours de grève. Selon elle, ni la baisse de salaire ni la suppression de la prime de vie chère ne seraient envisageables. Il s'agira plutôt de mettre en place un nouveau dispositif pour les nouveaux entrants. Nous leur avons proposé un gel en euros, ce que je viens de vous dire, de cette prime et une renégociation d'un nouveau dispositif pour prendre en compte la vie chère. Je leur ai même proposé hier que nous nous retrouvions dès le mois d'octobre pour négocier ce sujet, sachant que la crispation que nous avons aujourd'hui, notamment cette fin de mois de juin, était surtout liée au fait que l'accord d'intéressement sera, je ne sais pas encore, signé avant ce soir. Ce dispositif, j'insiste là-dessus, il s'accompagne de quoi ?
il s'accompagne d'une hausse de la rémunération de l'emploi de 10%. Il s'accompagne d'un transfert de 50%, de plus de 50% de la rémunération variable qui va rentrer dans cette rémunération fixe, qui va donc contribuer à la retraite. Donc c'est que du plus pour les salariés. Une rémunération qui était incertaine va devenir certaine. Suite aux négociations que nous avons eues, je leur ai même proposé une augmentation de l'enveloppe d'intéressement de 5%. 5%, vous connaissez comme moi le contexte économique, c'est loin d'être négligeable. Je ne vous parle pas des 10% dont je parlais tout à l'heure, où la demande, au final, c'était 14%. Pour l'heure, la grève continue. Lundi, des syndicats du Crédit Agricole de la Martinique rejoindront leurs camarades de la Guadeloupe pour éventuellement reprendre les négociations. En début de semaine, nous recevions sur ce plateau le porte-parole de Caraïbes Écologie Les Verts. Harry Durimel nous expliquait les raisons pour lesquelles il refuse d'adhérer aux idées et aux actions du collectif de défense du patrimoine géothermique de la Guadeloupe. Aujourd'hui, le collectif, par la voix de l'un de ses porte-paroles, répond à ce dernier. René Beauchamp, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'un des porte-paroles justement de ce collectif mené par Alain Plaisir. Tout d'abord, quelle a été votre réaction en écoutant les propos d'Harry Durimel? Est-ce que vous avez été surpris, choqué? Surpris, non, puisque tout ça s'est passé sous l'ancienne mandature et Harry Durimel était responsable de la commission énergie, donc parfaitement certainement au courant de certaines choses et d'une certaine manière complice de ce qui s'est passé. Donc surpris, non. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est de voir Harry Durimel déformer nos propos. Alors justement, parlant de déformation de propos, vous nous disiez, le porte-parole de Caraïbes Écologie a donné son avis en tout cas sur une proposition que vous auriez faite concernant l'idée de créer une collecte de fonds populaires pour prendre le contrôle justement de cette industrie. On écoute sa réaction. On écoute maintenant. 50 ans, l'État, depuis 50 ans, l'État, à travers son établissement public, le BRGM, c'est-à-dire la puissance publique, comme on le revendique, gère la géothermie et c'est une vraie catastrophe. Donc pour des raisons écologiques, économiques et sociales, je pense que pour nous c'est une chance car l'État est en train de se retirer, EDF s'est retiré. Si nous n'y prenons garde, nous aurons, comme la Dominique, beaucoup de ressources géothermiques dans notre sol, mais nous allons continuer à brûler du pétrole et du charbon. Je suis un écologiste, je crois qu'il est temps qu'on bannisse le charbon et le fuel, le pétrole, dans notre mix énergétique, puisque nous avons beaucoup d'alternatives en termes d'énergie renouvelable. Et la géothermie, c'est ce que nous avons de meilleur et de moins cher. Le collectif d'Alain Plaisir propose de créer une collecte de fonds populaires pour prendre le contrôle justement de cette industrie, afin de rassembler des dizaines de millions d'euros. Est-ce que cette solution vous semble utopique? On a envie de rire. Je pense que c'est ce qui est de bien, c'est ce qui est séduisant avec Alain Plaisir et ce collectif. Ils sont très, très sympas, c'est drôle, c'est même séduisant. L'idée que chacun mette 1 euro et qu'on devienne propriétaire de ce dont on est propriétaire, puisque les ressources minières, en latin, on dit res nullius, c'est la chose publique. Et c'est pour ça que c'est un pouvoir régalien. Ça appartient au peuple et ça ne peut pas nous être volé. Personne ne pourra voler la soufrière. Cette ressource est dans le sol guadeloupéen, ce n'est pas délocalisable et c'est géré par l'État. Si et quand la Guadeloupe sera indépendante, la Guadeloupe, ça sera l'État guadeloupéen. Aujourd'hui, c'est l'État français qui détient la propriété et la mainmise sur la ressource géothermique. C'est l'État français qui a accordé une concession de 50 ans, renouvelée en 2009, en faveur de Sagéos. Donc les Américains peuvent sauter, peuvent mater, ils ne pourront jamais emporter cette richesse qui est à nous. Alors on ment au peuple quand on dit qu'on va brader le patrimoine guadeloupéen. Le patrimoine guadeloupéen est en péril, mal géré par l'État français qui le laisse péricliter, une usine brinque-ballante qui a été montée pour faire de l'expérimentation et qui aujourd'hui produit à peine 4,5% de notre production, de notre consommation énergétique, électrique plutôt, en Guadeloupe. René Beauchamp, quelle est votre réaction? Bon, ma réaction, elle est de deux types. Premièrement, nous n'avons jamais dit que nous allions acheter l'usine. Ça, c'est de la plaisanterie. Et je crois que M. Harry Durimel ferait mieux de regarder ses responsabilités en face. Ce que nous avons proposé, c'est simplement d'atteindre d'ici 2021 les choses suivantes. 50% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de la Guadeloupe, d'augmenter les économies d'énergie
et troisièmement, de réduire nos factures pétrolières de manière très importante, justement en remplaçant les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Et nous avons proposé, dans ce cadre-là, de mettre en place une SEM énergie et développement durable qui se fixerait comme objectif d'atteindre cette stratégie et deuxièmement, qui se comporterait comme une sorte d'holding financier pour pouvoir soutenir des projets industriels. Nous n'avons jamais dit que le projet industriel, ce sera nous. Le projet industriel, de toute façon, il y a un certain nombre de propositions, en particulier par le groupe AMEN, qui est dirigé par un Guadeloupéen et qui a en son sein des gens comme M. Jean-Marie Rochard et M. Alain Domain, qui ont dirigé cette usine de 1996 à 2002 en tirant des bénéfices et en la modernisant du point de vue du bruit, du point de vue d'un certain nombre de choses nuisibles qu'il y avait, en travaillant uniquement sur un puits. Donc, nous avons des gens qui ont cette capacité et qui, en plus, sur le plan local, mais qui, en plus, sont connus au niveau international. Et au niveau international, interviennent au Maroc, interviennent en Haïti, interviennent un certain nombre d'endroits. Donc, ça signifie que nous avons des intelligences guadeloupéennes, d'origine guadeloupéenne, qui peuvent, à ce moment-là, prendre en charge l'appareil usine, d'autant plus qu'ils proposent de le faire. Donc, en réalité, nous ne proposons pas d'acheter la géothermie. Il s'agit d'une ressource minière qui, effectivement, ne quittera jamais la Guadeloupe. Maintenant, se pose le problème de l'exploitation de cette ressource minière. Et c'est là-dessus que nous avons une opposition avec M. Harry Durimel. Nous disons que livrer l'exploitation de cette ressource minière à Ormat, c'est en fait spolier la Guadeloupe d'une partie de son patrimoine énergétique, parce que Ormat Technologies, qui est une multinationale israélo-américaine, n'a qu'un objectif, s'implanter dans la Caraïbe et pour ça se servir de la Guadeloupe comme plateforme, venant avec ses propres licences personnelles et autres. Ormat pourra à ce moment-là, en s'appuyant sur la géothermie bouillante, agir sur le reste de la Caraïbe, parce qu'il faut savoir que la géothermie est liée aux endroits où il y a des volcans. À ce moment-là, Ormat pourra s'étendre sur toute la Caraïbe et pouvoir conquérir des parts de marché. C'est ce qui intéresse Ormat et non pas le développement du mix énergétique et l'autonomie énergétique pour la Guadeloupe. N'est-ce pas également aussi quelque part une aubaine pour la Guadeloupe d'avoir un industriel comme ça qui s'intéresse, qui veut investir face au désengagement de l'État? Alors, il faut savoir deux choses. C'est les conditions dans lesquelles cette vente a été faite. Le BRGM n'a jamais encore dirigé aucune usine. Je vous ai dit que cette usine, elle était dirigée par un certain nombre de gens jusqu'en 1996, où le BRGM a décidé de prendre sa place. Entre le BRGM et l'EDF, qui étaient les deux actionnaires et qui étaient tous les deux liés à l'État, il y a eu des problèmes. C'est l'État même qui a mis la conduite de cette usine dans la situation dans laquelle elle est, c'est-à-dire avec 24 millions de pertes. Tout simplement parce que EDF achetait l'électricité produite par bouillante géothermie moins cher que le prix de revient. Donc c'est l'État même qui a coulé. Et je pense que si cette usine s'était trouvée sur le territoire national français, c'est-à-dire sur le territoire hexagonal français, elle n'aurait certainement pas coulé et l'État n'aurait certainement pas eu cette attitude. Le problème, c'est que l'État ayant permis que BRGM, qui n'a pas l'habitude de conduire des usines, conduise cette usine et la mette en difficulté, et que les contradictions entre le BRGM et EDF mettent cette usine en difficulté, l'État a voulu vendre à quelqu'un qui n'aurait pas à lui demander des comptes sur ce qui s'est passé. Et puis quelqu'un qui a une expertise. Alors, Ormat a une expertise au niveau international. Quand on parle d'expertise, Ormat n'est pas la seule à avoir une expertise. Je vous ai dit qu'il y a le groupe Ahmed, qui lui aussi a une expertise, puisqu'il intervient au Maroc, il intervient un certain nombre d'endroits, et il a à sa tête un Guadeloupéen. Eux aussi, ils ont une expertise. L'État n'a pas cherché quelqu'un qui a une expertise au départ. L'État a cherché quelqu'un qui pouvait ne pas lui poser de problème par rapport à la prise en charge des 24 millions de déficit qu'elles avaient. Et là, la région peut jouer un rôle là-dedans, la région a une importance là-dedans, parce que la région elle-même a donné beaucoup de faveurs à Bouillante Géothermie sous forme d'exonération d'octroi de mer, donc d'utilisation de l'argent public à cette société. Autant d'argent public qui n'est pas rentré dans les caisses de la région, et la région n'a jamais demandé de compte sur cet argent qui a été gaspillé. Alors vous avez d'ailleurs été reçu par le président de région il y a plus d'un mois. Où en sont vos discussions aujourd'hui? Alors la première rencontre qu'on a eue avec le président de région,
s'est soldé simplement par la promesse d'avoir une deuxième réunion plus approfondie où on pourrait discuter de ces questions-là de manière encore plus approfondie. C'était une première réunion pour pouvoir permettre de sensibiliser tout le monde sur cette question. Nous attendons toujours la deuxième réunion. Nous avons bien reçu un courrier de la région qui ne nous apprend pas grand-chose, mais qui ne nous fixe pas de date de réunion. Entre-temps, nous avons d'ailleurs alerté aussi bien les députés que les sénateurs. Nous avons envoyé une lettre au président de la République, nous en avons envoyé aussi à la ministre, Mme Ségolène Royal, qui s'occupe du domaine de l'écologie. Nous avons envoyé aussi à la ministre des Dom-Tom. Et nous attendons simplement un certain nombre de retours. Entre-temps, nous continuons notre sensibilisation et notre mobilisation. René Beauchamp, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce soir. Dans notre édition d'hier, nous recevions Frédéric Certain, le directeur de la Générale des Eaux. Selon le distributeur, plus d'un tiers des Guadeloupéens ne paient plus leurs factures depuis le mois d'avril 2013, date à laquelle a été mise en application la loi qui interdit les coupures d'eau, même en cas d'impayé. Parmi les mauvais payeurs figurent les commerçants, mais aussi les collectivités. On écoute un court extrait de son intervention. On regarde. Ce qu'il faut bien rappeler, et c'est important, c'est que ne pas payer sa facture et ne pas être coupé ne veut pas dire qu'on ne devra pas la payer demain. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est un peu dangereuse pour les familles, surtout à petit budget. C'est qu'au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, les factures qui n'auront pas été payées seront toujours dues. Et même s'il n'y a pas coupure, ce sera une obligation de payer avec un huissier à la porte de sa maison, avec des éventuelles saisies. C'est-à-dire que ne pas payer sa facture d'eau, ne pas être coupé, ne veut pas dire qu'on est libéré de cette obligation. Aujourd'hui, dans une situation en Guadeloupe qui est extrêmement grave, puisque un tiers des habitants de la Guadeloupe, aujourd'hui, pensent qu'ils ne doivent pas payer leur facture d'eau. Et cela crée un déséquilibre économique extrêmement grave pour l'ensemble des acteurs économiques, pour la Guadeloupe également, mais pour l'ensemble des projets autour de l'eau en Guadeloupe, ce qui est aujourd'hui un vrai sujet de préoccupation. Et vous, que pensez-vous de ces collectivités et autres entreprises qui ne payent pas leurs factures d'eau? Patrick Curie a cherché à savoir ce que vous en pensez. On vous écoute. Non, moi tu utilises l'eau, tu es en droit de payer, logiquement. Donc tu ne vas pas utiliser en sachant que tu ne payes pas. Logiquement, tu l'utilises, tu payes, c'est tout. C'est la logique. C'est comme si je te dis, tu vas dans un truc, une boulangerie, machin, tu achètes le pain et tu pars avec ton pain, sans payer. C'est pareil. Donc tu utilises l'eau, tu payes, tu ne cherches pas d'ennui, quoi. Je pense que normalement, tout le monde doit payer l'eau, puisque tout le monde s'en sert, c'est indispensable. Donc, que ce soit petit, grand, moyen, tout le monde doit participer. Mais c'est pas possible qu'on ne paye pas l'eau. C'est pas possible que les mairies ne payent pas l'eau. Je suis désolée. Il faut bien qu'on paye l'eau pour pouvoir subvenir aux demandes, aux besoins des habitants. Donc, les mairies ne peuvent pas ne pas payer de l'eau. C'est pas normal. Tout le monde paye l'eau, tout le monde doit payer l'eau. C'est vrai que les prix diffèrent, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Je vois qu'on des fois on n'a pas d'eau et puis on a quand même les factures qui arrivent. Mais si l'eau est produite, il faut bien la payer si on le consomme. C'est normal. C'est eux la première qui doivent donner exemple aux petits. Mais si eux ne peuvent pas payer, ils ne veulent pas payer l'eau, ils ne payent pas l'eau. Ce n'est pas les petits comme moi, comme les autres. Moi, je peux payer mon eau, mais il y a des gens qui sont vraiment pauvres, qui ne peuvent pas payer leur facture. Je pense que si elles ne payent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas. Ce n'est pas une volonté de ne pas payer. Je pense qu'ici, si on ne paye pas, on ne peut pas. Il faut voir un petit peu la situation économique de la Guadeloupe et que les gens ne sont pas plus, disons, malhonnête. On peut pas, voilà. Mais je pense que si on veut que le pays avance, il faut que les grandes entreprises soient sérieuses. Parce que nous vivons une époque qui est très difficile et sans l'aide des plus grands, les petits ne peuvent pas avancer. Je me pose la question à savoir pourquoi ils ne payent pas leurs factures. Je pense qu'ils ont des difficultés. Les grandes entreprises qui ne payent pas. Il y a du business. Les collectivités. Alors là, je pense que c'est un problème de trésorerie, de difficultés, mauvaise gestion entre guillemets ou des antécédents qui font qu'ils ont des difficultés à payer tout simplement. C'est pas normal, c'est sûr, mais je pense pas que ce soit fait exprès. Les collectivités doivent faire quand même preuve d'exemple, donc je pense que c'est dû à des difficultés.
Et le ministre de la Justice était en visite officielle en Martinique. Ce matin, Jean-Jacques Urvoas a inauguré la nouvelle extension du centre pénitentiaire de Ducos. 160 places supplémentaires pour les quelques 1000 détenus que compte l'établissement. Une surpopulation carcérale régulièrement dénoncée par l'Observatoire international des prisons. Marie Tricot et Michelet François ont suivi sa visite. Plus de 3000 mètres carrés construits, cette croix est le nouveau centre d'hébergement de la prison de Ducos. C'est aussi la respiration apportée aux détenus et au personnel pénitentiaire. Près de 1000 détenus quand le bâtiment d'origine prévoit d'en accueillir 600. Jean-Jacques Urvoas et ses prédécesseurs connaissent bien le dossier Ducos. 15 de ces prisonniers ont été indemnisés en début d'année par l'État, condamnés par la justice, au regard de conditions de détention jugées inhumaines. Les 36,5 millions d'euros investis dans ce chantier apparaissent comme un remède à une violence croissante. Les principales difficultés sont le plus souvent la gestion des phénomènes sur les agressions du personnel. Voilà. Donc, l'année dernière, nous en avons eu quand même plus de 80. Environ 86 agressions sur le personnel, donc avec des violences assez caractérisées par moment. Il y a une grande innovation qui se fait puisque ce bâtiment est construit sur les nouvelles normes de la loi européenne et déjà, ne serait-ce que d'avoir les douches en cellule, c'est quelque chose de très positif pour la population pénale et surtout pour la gestion de cette détention aussi. Douche en cellule, lit individuel, mobilier scellé, cours de promenade, bibliothèque, tout a été construit ou réhabilité aux normes européennes. Comme un coup de balai sur une histoire pénitentiaire difficile. Mais pas question pour autant d'instaurer une ségrégation entre le nouveau bâtiment et l'ancien. Que ça soit une locomotive, que tout le monde s'imprègne de la nouvelle façon de travailler pour pouvoir que ça soit plus facile pour faire avancer sur l'ancienne structure. 11 agents pénitentiaires affectés quotidiennement dans cette aile. Chaque surveillant est appelé à y prendre ses fonctions. Avec cet investissement, l'État entend créer un cercle vertueux. Je trouve qu'on a perdu tellement de temps. Il faut que la société assume ses prisons. Nous sommes dans une société où on ne veut plus voir les prisons. Alors je considère que c'est une fonction indispensable dans une prison. Une prison, ce n'est pas un espace de relégation. Donc il faut assumer les prisons, il faut montrer. C'est pour ça que vous êtes là. C'est parce que moi je souhaite que la population se rende compte que nos prisons sont utiles. Mais pour qu'elles soient utiles, il faut qu'elles soient dignes. Je ne fais pas de distinction entre l'amélioration des conditions de travail des personnels et l'amélioration des conditions de détention. Les unes ne s'opposent pas aux autres. Quand il y a des bonnes conditions de travail, il y a des bonnes conditions de détention. Si besoin, les nouvelles cellules pourront accueillir un second occupant, mais les syndicats rappellent que l'inauguration d'aujourd'hui ne doit pas faire oublier les promesses d'hier. Et je prends à ce titre M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, comme témoin, parce qu'il a suffisamment écrit, quand il était président de la commission des lois, un fameux rapport pour dire qu'il est temps d'arrêter ce fameux moratoire sur l'encellulement individuel. Eh bien, je lui dis chapeau, M. Urvoas. Maintenant que vous êtes ministre de la Justice, faisons tout. Faisons ensemble de mettre un terme à ce moratoire et faisons tout ce qu'il faut pour que les détenus soient incarcérés dans des conditions humainement convenables et tenables. Des commissions disciplinaires décideront quels détenus intégreront la nouvelle extension dans moins d'un mois. Ceux qui présenteront une volonté de réinsertion marquée ont plus de chances de l'intégrer. Restez avec nous dans un instant. Découverte d'un jardin pédagogique dans la nature luxuriante du Gosier. Et puis nous verrons ce qui est devenu Sans Mêler, un concept store 100% local, inauguré il y a tout juste un an. Demain, l'État, le Conseil régional et la CCI-IG rencontreront les chefs d'entreprise de Marie-Galante pour leur présenter des dispositifs pour les aider à gérer leurs difficultés d'exploitation et d'investissement liés à l'invasion des sargasses. Reportage Isabelle Hameau. Depuis 2014, ce sont de nombreuses entreprises marie-galantaises qui ont été confrontées aux algues sargasses et à leurs conséquences. Un impact financier à noter principalement puisque ces entreprises connaissent jusqu'alors une perte de leur chiffre d'affaires. Face à cette situation, l'État, la région et la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe ont mis en place des dispositifs pour les entrepreneurs. Ceux-ci seront dévoilés et détaillés demain aux entrepreneurs de l'île impatients de vouloir rebooster leur activité et par là maintenir l'emploi. Un objectif qu'entend atteindre l'État à travers ce dispositif en se concentrant sur les mesures d'exonération ou de moratoire pour les dettes sociales
sociale et fiscale. De son côté, la région soutiendra les entrepreneurs dans leur investissement d'outils de production, de matériel d'équipement ou encore pour la réalisation de leurs travaux d'aménagement des locaux professionnels. Un accompagnement sans doute symbolique pour le président de région, Harry Chalus, qui semble vouloir tenir ses promesses après avoir recueilli plus de 75% des suffrages aux dernières élections régionales sur la Grande Galette. Harry Chalus ouvrira également à Marie-Galante la semaine de la formation professionnelle. Sans doute s'intéressera-t-il aussi au tour de Marie-Galante âprement disputé. Et ne soyez pas surpris si les supermarchés ne vous proposent plus de sacs plastiques. Ils seront interdits en caisse à partir de demain. Une mesure phare de la loi sur la transition énergétique qui ne plaît pas à tout le monde. L'illustration en Guyane avec Ayodele Germa. Exit les sachets plastiques d'une épaisseur de moins de 50 microns. Place aux sacs en tissu réutilisables. Nous sommes ici à la ressourcerie de l'association Ne Plus Jeter. L'an dernier, elle a récolté 45 tonnes de vêtements, dont une grande quantité de jeans, ressuscités en sacs de course. Nous effectuons donc un tri de ces textiles reçus et notamment une partie de ces textiles sont donc réutilisés pour fabriquer des sacs en jeans. Principalement, sinon sont globalement des sacs en textile qui sont donc lavables, qui sont donc durables et voilà, que l'on peut utiliser pour faire ses courses. Dès demain, les sachets plastiques d'une épaisseur de moins de 50 microns distribués en caisse, gratuits ou payants, seront tous interdits. Les commerçants pourront continuer à utiliser des sacs d'emballage alimentaire distribués en rayon boucherie par exemple. Les sacs en papier, carton et tissu sont eux aussi admis. Il en va de même pour les emballages en matière d'origine biologique. Dans ce commerce de proximité, cette législation est appliquée depuis plusieurs mois. Comme alternative aux sacs plastiques, ils ont opté pour des sacs cabas. Et la clientèle suit le mouvement. Maintenant, la plupart de nos clients viennent avec leurs sacs cabas eux-mêmes. Nous avons 2 sacs cabas ici. Ce sont des sacs cabas réutilisables, comme en grande surface. Voilà. Donc, en espérant que dorénavant, tout le monde fera la même chose pour l'environnement de la planète. Et quand les clients ont oublié le leur, rien à craindre. Heureusement que le commerçant pense aux clients qui oublient leur cabas et on prend des cartons. À partir du 1er janvier 2017, l'interdiction s'étendra aux sacs d'emballage de marchandises distribués en rayon et à ceux employés pour la distribution de la presse et de la publicité. Parlons maintenant de cette initiative pour le moins originale. Un jeune homme de 21 ans, passionné de nature, a décidé de perpétuer un héritage familial, une ferme pédagogique. Linda Kayarsi nous fait visiter ce site situé à Beaumanoir, à Gosier. Bonjour, bienvenue à la ferme Tinom. Donc, bienvenue sur ma propriété. Donc, je me présente, je suis René Ronald, j'ai 21 ans et je suis jeune agriculteur et j'essaie de valoriser le patrimoine en fait, ce que nos grands-parents nous ont transmis. Donc la ferme Tinom, c'est en hommage tout d'abord à mon arrière-grand-père par rapport à son surnom, Tinom. Et c'est aussi un hommage à mon grand-père qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai décidé de poursuivre dans leur travail ce qu'ils avaient déjà fait auparavant. Et dans sa ferme, en plein cœur d'une clairière à Beaumanoir, au lieu-dit la Jacotière, pleine de découvertes. À la ferme Tinom, on peut trouver des plantes médicinales, par exemple comme ici le Japana, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont identifiées un peu partout, tels que le romarin, il y a les citronniers, le gros thym et beaucoup d'autres choses. Des plantes médicinales, mais pas seulement. Cochons, pintades sont les locataires des lieux. J'ai passé mon bac pro CGEA, donc conduite et gestion d'une exploitation agricole à dominante élevage, où j'ai eu mon diplôme avec mention assez bien. Donc par la suite, j'ai voulu continuer avec un BTS production animale, mais comme ce BTS-là n'existe pas en Guadeloupe, il fallait partir en France et je n'étais pas vraiment pour le fait de partir en France. Donc j'ai préféré rester ici et attaquer mon projet personnel, donc, qui m'a conduit à commencer mon élevage, ainsi qu'avec mes parents qui m'aident beaucoup.
Avec sa ferme, le jeune agriculteur nourrit plein d'ambitions. L'une d'entre elles, faire de ce lieu un espace convivial pour diversifier son exploitation. Mes projets pour l'avenir, c'est de continuer à m'agrandir, de continuer à me faire un peu connaître, surtout sur ma commune, le Gosier. Donc je pense continuer encore à investir pour aménager l'espace et surtout continuer dans ma passion, c'est-à-dire l'élevage, agrandir encore un peu. Et aussi dans l'avenir, pourquoi pas organiser des manifestations ici telles que des déjeuners champêtres, des visites pour les scolaires comme j'ai effectué la dernière fois. Donc c'est continuer dans ce sens. Sinon j'invite tout le monde à venir me connaître. Si les gens ne me connaissent pas encore, de venir à ma rencontre pour pouvoir découvrir l'espace. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et j'espère vous voir et très nombreux surtout. 21 ans, un esprit d'entrepreneur, voilà qui rompt avec l'image généralement accolée à la jeunesse de ce pays. Et son nom ne vous dit peut-être rien, mais sa musique bercera probablement ses grandes vacances. Razadja nous présente son premier opus, Papillon en moins. Bonsoir Razadja. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes interprète, auteur, compositeur. Tout à fait. Samedi soir, vous serez en live à l'Appart à Jarry. Le public pourra alors découvrir votre répertoire. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous parler de cet album? Comment vous pourriez en quelques mots le définir? En fait, je pense que son titre le définit déjà très bien. Il s'appelle Papillon en moins. Et comme son nom l'indique, en fait, c'est vraiment mon île, la Guadeloupe, qui m'a inspiré quasiment sur tous les titres. En fait tout l'album est inspiré de mon île. Donc, en fait, il y a plusieurs thèmes en fait, abordés. Donc, ça parle de balades acoustiques avec un bas soleil où je parle des richesses du patrimoine guadeloupéen. Ça peut partir de richesses culinaires, par exemple. Des trucs, par exemple, des trucs tout simples, en fait, que les gens peuvent apprécier. C'est une véritable invitation au voyage. Vous invitez voilà, en tout cas les gens qui écoutent cet album à voyager, voilà, à visiter la Guadeloupe. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un d'extérieur à la Guadeloupe puisse vraiment être intéressé par rapport à mon univers, par rapport aux clips que je fais, dans le même sens aussi, pour montrer que notre île est une très belle île. Vous abordez également, je crois, des thèmes qui concernent la vie de tous les jours, je crois. Voilà, tout à fait. Mais en fait, ce que je représente surtout, c'est le côté culturel et traditionnel. Je fais des mélanges dans ce sens. Donc, avec des morceaux comme En temps longtemps, par exemple, qui ont bien tourné ici, où je reprends du quadrille, je la mets à ma sauce en dancehall et je fais une association avec du ska. Donc, il faut savoir que la plupart de mes compositions, justement, il y a du ska. Et justement, niveau musicalité, j'allais en venir. Votre album est éclectique, avec un point d'honneur à promouvoir le ska. Oui, effectivement. C'est un devoir, c'est un engagement. C'est vraiment un engagement pour moi. Parce que j'estime que le ska a une sonorité particulière qui mérite vraiment d'être connue à travers le monde. Et puis, j'ai déjà eu des exemples où je rencontre des gens qui sont jazzman ou en répète ou dans les salles de répète, dans les studios de répète, où quand ils voient l'instrument, ils disent « Ah tiens, c'est quoi ça ?» Et donc, on est obligé de leur expliquer, ils sont intéressés, ils passent en répète derrière, alors qu'ils ont leur travail à faire. Donc, ça attise la curiosité. Moi, je pense que ça serait une très bonne chose que plus de musiciens puissent apprendre à connaître le ska. Et vous en êtes fiers, parce que vous ne vivez pas en Guadeloupe, hein, vous vivez dans l'Hexagone, vous en êtes fiers de voir les retours un peu des musiciens, parce que vous travaillez dans le milieu de la musique, vous êtes organisateur de festivals, je crois. Oui, aussi, j'ai déjà produit des concerts, effectivement. Vous êtes bien entouré, en tout cas, pour cet album. Je note la présence du tambouiller Dominique Tolio, ou encore le bassiste Thierry Fanfan, mais ils ne sont pas les seuls. Effectivement, nous avons Fripon m'a aussi aidé sur le côté réalisation artistique justement de l'album, sur certains morceaux. J'ai travaillé avec Dassoul, Exos aussi, Metakakula qu'on connaît bien. On connaît bien ici. Monsieur Yanis Nolba, La Vie Belle, qui tourne pas mal en ce moment justement, qui m'a composé l'instru de L'Agence et pas Habitat à manger, qui est aussi sur l'album. Donc pas mal de personnes, pas mal de rencontres aussi. Et puis bon, c'est pas forcément des trucs recherchés. Thierry Fanfan par exemple, il était tout gentil, on s'est rencontrés. Et il m'a dit, tiens, je te fais une basse si tu veux. Un grand monsieur. Un grand monsieur, j'étais très content. Vous avez collaboré aussi avec un autre grand monsieur du milieu reggae, Tiwoni. Voilà. D'ailleurs, on regarde tout de suite un court extrait du dernier clip.
qui cabaye mon force, puis paye descendre, pas autre qu'il s'y pourtant, mais comprendre. Faut nous changer, fond de grammaire, panier si tête, ou bien canari si tête, ou yo vend nos d'ombrions doucette. En temps la satanie, tout le monde car respecte les modèles femmes, que ou pas te mettre à la fête. Faut nous changer, t'es qu'à trouver, puis t'as quoi, avec quoi quand caloche, t'as chanté quoi, coudette. Faut nous génération bizarre, grave que net, mais commencer à prendre, c'est vie vers golette, qui nous fait, man, qui nous veut pas, savent que nous paie pas, négliger qui dit en nous comme ça. Même si faut nous y passer ça, yon boîte à crap, faut nous y agir, avocablement yon baril là, qui nous veut, man, qui nous veut pas, savent que nous paie pas, jouer valet à pays là, regardez la jeunesse sur toute mettre à manioc, au champ qu'on poule, caille-poum, y'a disrespect dans nous, y'a toujours ni tambour à battre en pays là, ni tant de cas y'a point ça pour nous pas perdre sens là, ça, à pas y'a qui vit mais qu'on la si là, ni cette rythmique derrière ça, faut nous pas conscience de ça, ni yon lo mama ka souffert à Bakalaja, pas si mouna yo ka préféré. Razadja, le clip a été tourné à Zevallos. À Zevallos, au Moule, effectivement. D'ailleurs, je fais un petit coucou à la famille Moss, des transports Moss, qui nous a aidés, qui nous a passé l'endroit où on a pu tourner. Et puis, la petite anecdote par rapport au clip, c'est que c'est un clip filmé en plan séquence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage du tout. Il a fallu faire des répètes, c'est un one-shot. Donc, il a fallu faire plusieurs répètes de toutes les images qu'on va pouvoir voir du clip. Et on a réussi à faire ça. On peut même dire que c'est le premier clip plan séquence guadeloupéen. Je rappelle, Razadja, que vous serez samedi soir à l'Appart à Jarry pour un concert live. Je vous dis Yepa. Yepa. Et à bientôt. Non, c'est l'inverse. Moi, je dis Yepa. Encore et encore. Eh ben voilà. Mais nous caffine là. Okay. Merci Razadja d'avoir accepté de répondre à nos questions. Coup de projecteur maintenant sur un concept 100% local. Il y a un an, Catherine Delors avait l'ingénieuse idée d'ouvrir une boutique rassemblant des pièces d'artistes et de créateurs antillais sous le nom de Sans Mêler. Qu'est-ce qui est devenu cette boutique d'avant-garde? Nathalie Dinan et Moïse Dexter nous en disent plus. On regarde. Les œuvres de Lauriane Pernock sont exposées aux côtés des créations d'artistes et d'artisans talentueux et très originaux. Cette créatrice de bijoux a fait le voyage de la Martinique pour fêter avec la conceptrice de Sans Mêler une année de bataille pour formaliser au-delà d'un espace une mode qui nous ressemble. Un an, ça se fête. Le but de Sans Mêler, c'est de faire connaître, de découvrir la nouvelle collection. Et les autres créateurs de Sans Mêler, ce sera vraiment une fête ce soir qui va nous permettre de faire un partage comme il y a un an. Et c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de sueur, mais que je me suis laissée emporter par cette aventure. Lauriane Pernock s'est fait un nom dans la mode caribéenne et au-delà. Elle ne pouvait pas rater cette fête et les retrouvailles avec les femmes qui ont adopté la Lauriane attitude. Entendre ce qu'elles ont à me dire, si elles ont apprécié mon travail, s'il y a des petites améliorations à apporter, si elles veulent me donner quelques idées, je suis ouverte. Du cou aux pieds, la femme ciblée a immanquablement du caractère et de la personnalité pour revêtir du bois, du caoutchouc, des coquillages, du grillage et autres matières inattendues. Mes bijoux sont très particuliers et amènent beaucoup de gens à se retourner. Étoile de nacre, boutons en bois coloré, cannelle, coquillage, ficelle naturelle. Mes collections ne sont pas préparées à l'avance, ce sont vraiment des coups de cœur, des restes de voyage, des rencontres inopinées avec la matière, avec des gens, ce qui se passe autour de moi, mon état d'esprit du moment. Cuir, coco peint, chapeau bacois, bois flotté peint, caoutchouc de chaussures et mon petit grillage. Ne vous y méprenez pas, derrière ses lunettes de star et sa tenue ethno-chic, Lauriane incarne la simplicité et l'humilité. Concevoir des bijoux, une passion plus forte que tout. Selon ma mère, depuis petite, je collectais, je fabriquais et dans mes souvenirs également, j'ai ces visions-là. Et puis, un beau jour, je me suis dit, si je donne des idées à des créateurs pour me faire des choses, pourquoi pas moi? J'ai commencé, je me suis mise. Et étant donné que je ne fais pas les choses à moitié, donc je me suis dit, pourquoi pas, je me lance. Et on est là aujourd'hui. Lauriane Pernock, de même que tous les créateurs exposants à Sans Mêler, présenteront leur travail et échangeront avec le public.
On va s'emmêléiser nos clientes et c'est toujours avec bonheur qu'on a un arc-en-ciel dans la tête, mais aussi sur soi. On n'a pas de codification de couleurs. Lauriane et tous les autres créateurs savent mélanger les imprimés, les couleurs vives ou un petit peu moins. Et on fait notre mode à nous. Cet espace sera bientôt trop petit tant Cathy séduit les créateurs par ce concept. Et vous avez le temps de vous rendre à Sans-Mêlé qui est situé à Pointe-à-Pitre. La boutique sera ouverte ce soir jusqu'à 21h. Ou sinon, retrouvez Lauriane Pernotte, la créatrice de bijoux, demain, toute la journée. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. Il y aura des coupures d'eau demain à Sainte-Anne, dans plusieurs quartiers, notamment ceux de Poirier, Douville, Gentilly, Richer, Bel-Étang. Le retour à la normale est prévu en début d'après-midi. Et puis dès ce soir, minuit, le prix du gazole augmentera de 4 centimes par rapport au mois de juin et le super sans-plomb passera à 1,35 € le litre, soit 1 €, une augmentation d'1 centime. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.